Alors aujourd'hui, je voulais aborder avec toi l'acte d'écrire avec la lumière, c'est-à-dire faire de la photographie. Parce qu'effectivement, la photo, c'est étymologiquement, c'est écrire avec la lumière. Et c'est important de se souvenir de ça, ou de l'avoir en tête pour ceux qui le découvrent, pour ceux à qui je l'apprendrai. Parce qu'en fait, la photo, c'est un moyen d'expression. Ludique, mais c'est un moyen d'expression. Et comme tout moyen d'expression, comme tout médium, ce médium a ses codes, ce médium a sa grammaire. Et si tu veux t'éclater en photo, si tu veux vraiment réaliser les photos que tu as en tête, une fois de plus, le plus simple et le plus court en réalité, c'est d'apprendre à maîtriser cette grammaire. La première fausse piste qu'on explore lorsqu'on ne veut pas trop apprendre la théorie, c'est qu'on se rabat sur des tutos. C'est vrai qu'on est quand même dans une époque de tutos, hein, et puis sur YouTube, etc., sur Internet de manière générale. C'est vrai que c'est génial, toute cette connaissance là, gratuite mise à disposition. Hein, je serais bien le dernier à cracher dessus. Hein. C'est très bien. Mais j'attire ton attention sur le fait que de reproduire un tuto, souvent, quasiment tout le temps, même, à 95% des cas, ne te donne pas les clés de la compréhension. C'est-à-dire, ça ne te permet pas de savoir pourquoi tu fais telle chose. Et quand le faire. Tu ne possèdes pas les clés. Oui, on t'apprend on te fait voir pas à pas telle recette. Mais moi, par exemple, quand j'étais en phase d'apprentissage, soit sur la PAO, on est toujours en phase d'apprentissage, mais quand je consultais un tuto, quand ils étaient bien faits, bien sûr, le plan d'exécution était assez clair et effectivement, tu arrivais facilement à reproduire, à obtenir le résultat du tuto. Mais moi, je me demandais toujours, oui, mais pourquoi est-ce qu'il a fait tel choix de tel réglage à tel moment? Parce que c'est ça la vraie question. Finalement, les vrais fondamentaux, c'est de savoir pourquoi faire tel réglage à tel moment. Pourquoi? C'est ça qui est important de maîtriser. Parce que si tu maîtrises le pourquoi et le comment, ou comment et le pourquoi, c'est comme tu veux, eh bien, quelle que soit l'évolution des technologies, la pratique en soi de la prise de vue, ces fondamentaux, tu les maîtriseras tout le temps et tu sauras très vite retrouver les bonnes techniques opératoires si tu maîtrises le pourquoi et le comment. Donc c'est pour ça qu'il faut apprendre quelque part un petit peu les fondamentaux, ce que j'appelle souvent le socle académique. Ce comme son nom l'indique, c'est un socle, c'est les fondations en fait. Et sur ces fondations, tu construis. De comprendre les fondamentaux, ça va bien sûr te permettre de comprendre ce que tu fais, pourquoi tu le fais. Et si tu comprends ce que tu fais, tu peux aussi comprendre de tes erreurs. Ce qui n'est pas le cas, bien sûr, quand finalement tu appliques des tutos. Tu appliques un tuto, c'est soit que tu l'appliques à la lettre, et s'il est bien fait, tu obtiens le résultat promis au départ, ou alors, soit parce qu'il est mal fait, soit parce que tu n'as pas appliqué strictement les étapes, au pas à pas, tu n'obtiens pas ce qui était promis au départ. Mais tu comprends pas le pourquoi. Alors ça, c'est essentiel, c'est essentiel. Après, quand tu dépasses l'aspect tuto, l'autre difficulté à laquelle tu es confronté, c'est qu'en fait, quand tu cherches un peu à t'intéresser à justement à ces fameuses notions un peu fondamentales, donc dans la photo, différentes, hein, la vitesse, les ISO, l'ouverture, etc., t'arrives pas à faire le lien entre ces différentes notions qui interagissent entre elles, et puis surtout t'arrives pas à trouver la clé, la théorie qui va unifier tout ça, qui va te permettre de savoir quel réglage modifier, quel réglage personnalisé pour obtenir telle photo à l'instant T.
En gros, tu as besoin d'une théorie qui unifierait ces différents points que tu as pu voir, découvrir sur Internet, et qui te permettrait de faire une unité de l'ensemble. Alors justement, la clé qui va tout changer, ça va être la notion d'une théorie, la création la représentation d'une matrice mère, d'un canevas, enfin je sais pas comment dire, d'une grille de lecture qui va pouvoir unifier ces différents éléments qui interagissent entre eux et qui va te permettre de trouver la bonne manière de personnaliser tes réglages pour obtenir la photo que tu veux. Savoir quel réglage est stratégique à tel moment, etc. etc. Donc de la maîtrise de cette maîtrise de cette grille de lecture, tu vas obtenir finalement, ça va te donner les clés d'une théorie qui va te permettre de traduire en réglage l'image que tu as en tête. Mais ça va te permettre d'autres choses. Ça va te permettre de déduire, par exemple, un setup. Ça, je vais aborder ce point dans une prochaine vidéo. Alors, le concept de cette matrice que je te propose, ça va vraiment être de comprendre que les différents éléments, quelque part, ont une fonction propre, mais bien sûr que elles interagissent aussi entre elles. Et que tu dois privilégier l'un de ces réglages quand tu veux obtenir tel effet. Ou un ou deux réglages. Mais j'allais dire, il y a un ordre de priorité. Hein. Alors bien sûr, en photo, le premier réglage qui est stratégique, c'est la notion du temps, la vitesse. C'est-à-dire la façon dont tu veux figer l'instant. Ça, tu vas pouvoir le traduire sur ton boîtier par la notion de vitesse. Par exemple, je sais pas, au 1/500e, au 1/200e, au 1/160e, etc. Ce qui est important de savoir, c'est que c'est la notion de figer l'instant, mais dans des vitesses très lentes, c'est aussi la notion, justement, de netteté, ou alors de flou de bouger. Par exemple, à main levée, sans trépied, c'est-à-dire sans que tu mettes ton appareil photo en appui sur quelque chose, ça peut être un trépied, ça peut être, je sais pas, un élément d'architecture urbain que tu trouves. Par exemple, en deçà du 1/60e de seconde, c'est très dur d'avoir une photo nette, par exemple, enfin, sans l'emploi d'un flash. Hein. Donc ça peut aussi vouloir dire que si dans ta tête tu veux figer un instant avec une pause longue, alors je sais pas, basiquement, enfin caricaturellement même, ça va même être une photo urbaine où tu vois les traînées des phares des véhicules. Bon bah ça implique un temps de pause assez long. Mais pour avoir ce temps de pause assez long et que ça soit suffisamment net, il faut que tu aies ton boîtier sur comme je disais tout à l'heure, on appuie sur quelque chose, un trépied, un élément de mobilier urbain, par exemple. Tu vois, l'application, c'est ça. Le deuxième élément, enfin que je classe en deuxième, après toi tu peux avoir une autre interprétation, c'est le cadrage. Alors le cadrage, ça peut être orienter ton boîtier. Tiens, je vais sortir mon boîtier, ce sera plus simple. Ouais, donc le cadrage, donc soit que tu veux une photo au format paysage, donc cadrée de manière classique, hein, ou soit que tu veux une photo cadrée en format portrait, c'est-à-dire que le capteur voilà, sera orienté verticalement, hein, d'accord, soit comme ça, ou alors en penché aussi, c'est possible aussi. Le cadrage, donc c'est ça, mais c'est aussi la focale. Est-ce que tu zoomes, est-ce que c'est une optique, enfin quelque chose qui produit un effet grand angle, etc. Moi je regroupe par cadrage ces différentes notions, hein, pour faire simple. D'ailleurs, une bonne grille, un bon outil, une bonne grille de lecture, c'est aussi quelque chose de simple. Il faut rester dans la simplicité, il faut pas être faut pas trop intellectualiser les trucs. Il faut se dire, de quelle manière je veux figer l'instant? Est-ce que je veux glacer l'instant? Est-ce que je veux qu'il y ait un effet de la notion du temps qui passe? Est-ce que je veux un cadrage de telle ou telle façon? J'oubliais d'ailleurs à propos de la notion de vitesse.
L'un des exemples que l'on utilise souvent quand tu es en formation, c'est par exemple lorsque tu photographies, je sais pas, par exemple une voiture, une moto, un hélicoptère, et que cet élément, ce véhicule, cet aéronef est en mouvement, est en action, tu veux bien sûr, ou non, mais en général tu voudras traduire ce sentiment de mouvement. Et donc si d'un côté, je vais prendre l'exemple d'une voiture, si tu veux que dans la photo soit nette, il faut donc que le véhicule soit net, mais si tu veux traduire la notion du temps qui passe, il faut que les roues soient, elles, enfin que l'on comprenne que les roues soient en mouvement, qu'on comprenne que le véhicule est en mouvement. Pareil pour la moto. Parce que si tu prends si tu figes l'action au 8 millième de seconde, les roues du véhicule vont être fixes, quand bien même il est en déplacement. Et ça va donc traduire plutôt une notion d'immobilité, tu comprends? Par contre, si tu es, en général, pour avoir un flou de bouger au niveau des roues d'un véhicule, il faut que tu sois au 110e de seconde. Bon, et cela va te permettre de traduire le mouvement du véhicule. Pareil pour un hélicoptère, au 8 millième de seconde, les pales de l'hélico vont être figées, glacées comme on dit, hein. Et là, tu n'auras pas la notion de mouvement, enfin de suspension dans l'air de cet aéronef. Tu auras plutôt le sentiment, à la limite, voire même qu'il est en train en chute libre. Alors que si tu as les pales de l'hélico en mouvement, donc avec un flou de bouger, ça va donc bien traduire une notion de mouvement. Tu vois? Donc là, c'est pour ça que je te disais, l'un des premiers éléments du vocabulaire de la photographie, c'est de traduire le temps qui passe, le mouvement, et de manière induite donc le mouvement, hein. Après donc j'ai évoqué le cadrage, paysage, portrait. Alors bien sûr le portrait, le cadrage en portrait va traduire un plus grand dynamisme que un cadrage en paysage. Ça si t'es infographiste ou graphiste, je vais pas te le réexpliquer, hein. Donc il y a aussi, tu vois, l'utilisation du cadre finalement te permet de traduire une tension, hein. Après la zone, le troisième élément de cette grille de lecture, le troisième ingrédient de cette grammaire visuelle, ça va être la zone de netteté. C'est-à-dire précisément si tu photographies, je vais prendre un exemple basique, un portrait, donc une personne, un visage, est-ce que tu veux que ce qui est en arrière-plan soit net ou pas? De cette possibilité va découdre la possibilité d'isoler un élément ou pas. Parce que par exemple dans le cas que je te citais, si tu choisis un réglage sur ton boîtier où le visage est net et l'arrière-plan flou, évidemment ça veut dire que en termes de lecture de l'image, tu mets en priorité, tu accordes une priorité, une importance au portrait, évidemment. Donc tu vois, déjà ça te permet de hiérarchiser l'information, cette notion de zone de netteté. Bien sûr aussi, si tu fais de la photo de paysage, que les différents éléments, premier plan, second plan, troisième plan, soient nets, là aussi c'est important. Pour te dire que, suivant le type de photo que tu réalises, les codes sont différents. Le quatrième ingrédient, bien sûr, ça va être la lumière. La nature de la lumière, sa qualité. Est-ce que tu veux une lumière naturelle, une lumière artificielle, type studio? Est-ce que tu veux quelque chose de plutôt clair, de plutôt sombre? Bon bah, tu vois. Alors je t'évoquais les éléments de cette grammaire qui sont au nombre de 4, mais en fait, en réalité, ils sont 5, donc je vais te donner le cinquième élément bonus. Le cinquième élément bonus, en fait, c'est ta culture. Tout comme un écrivain, si tu veux, dans le fait de savoir écrire, c'est une chose. Mais en réalité, ce qui fait que tu vas prendre plaisir à lire et que tu vas recommander tel ou tel livre, ou nouvelle, ou etc., ça va bien sûr être la qualité des idées véhiculées par l'auteur, hein, la qualité de sa création, en fin de compte. Au-delà même d'une maîtrise technique de l'écriture. La photo, c'est pareil.
Maîtriser des notions techniques fondamentales, bien sûr, c'est très important. C'est essentiel, diront certains. Mais ce qui va te permettre d'employer ou de contre-employer ces éléments à bon escient, suivant les contextes, suivant le pratique de ta photo, c'est ta culture, évidemment. Et donc ta culture, ça veut dire que c'est un élément que tu dois en permanence chercher à développer, hein, en t'enrichissant, en consultant les travaux de nos prédécesseurs, ou en constituant une banque d'images. Par exemple, moi, c'est ce que je fais. Dès que je vois une photo qui me plaît, alors quel que soit le style, hein, paysage, portrait, macro, packshot, etc., si elle me plaît, c'est quelque part, elle interpelle quelque chose chez moi. Donc cette photo, je vais l'enregistrer sur mon ordi, et donc j'ai un dossier que j'ai intitulé Photothèque, qui est lui-même subdivisé en sous-dossiers. Et ben, j'ai un dossier portrait, j'ai un dossier paysage, j'ai un dossier macro, j'ai un dossier packshot, j'ai un dossier photo corporate, etc., etc. Et donc je me crée comme ça une banque d'images, et j'essaye le plus régulièrement possible de la consulter, hein, pour m'imprégner de toutes ces images. Bon, là aussi, je pense que je ferai une vidéo là-dessus, du fait de s'entourer, de savoir s'entourer de bons visuels, et à quel point ça peut t'apporter des choses, ça peut te faire évoluer. Donc voilà, en fait, l'élément qui va fédérer tout ça, ça va être ta culture. Parce que c'est ta culture qui va, à un moment donné, te permettre de faire un choix. Par exemple, assez récemment, je me souviens plus du nom du photographe, qui faisait de la photo plus ou moins glamour, en fait, et qui avait développé un style, une écriture qui lui est propre. On reconnaît tout de suite ses photos. Je pense que je ferai un post sur Facebook pour reparler de ça, certainement pour le citer. Où finalement, je lisais récemment une interview de ce photographe, et il expliquait qu'en fin de compte, il travaille au 60e de seconde, sans flash. Et bon, il y a différents éléments, hein, différentes raisons pour cela. Et tu vois, de ce choix technique, découle un style, découle un type d'écriture de la lumière, tu vois. En conclusion, je dirais que cette matrice va t'aider à développer, en explorant tout un tas de possibilités, ça va t'aider à développer ton style, c'est-à-dire à développer le style d'écriture de la lumière dans lequel qui te convient, qui te plaît, quoi. Hein. Bah écoute, j'espère que la grille de lecture que je t'ai proposée va te permettre d'unifier dans un ensemble cohérent les différents facteurs de la prise de vue, et va te permettre d'avancer. Nous on se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, salut!